Pierre Verluise, bonjour. Vous êtes fondateur du site internet diploweb.com et enseignant à la Sorbonne. Votre réaction sur cette mise en scène à la Douma ? Je suis admiratif de la créativité, de l'imagination, de l'originalité de nos amis russes qui, en 2008, déjà avaient fait un jeu de chaises musicales remarquable. Et là, ils font monter une petite grand-mère pour inviter le président Poutine à rester plus longtemps. C'est certainement une grande partie de rigolade au Kremlin pour avoir pensé cela. C'est d'une audace intellectuelle formidable. Ils nous prennent à contre-pied. C'est à la fois un signe de puissance et d'impuissance. De puissance, chacun comprend bien, de puissance, ça montre qu'il maîtrise le jeu, y compris parlementaire, et d'impuissance, parce que cela veut dire que, finalement, on n'a pas été capable de penser la succession de M. Poutine autrement que par M. Poutine lui-même, et de retomber dans un système de gérontocratie possible dont l'URSS a fini par mourir. C'est assez paradoxal pour un judoka. En 89. Pourtant, le Kremlin a toujours affirmé qu'il n'y aurait pas de maintien au pouvoir ni de réforme constitutionnelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, nous avons été pris à contre-pied. On affirme quelque chose et on fait autre chose. Simplement, comme on est incapable de penser l'après-Poutine sans Poutine, on concentre le regard et le sujet sur sa modeste personne. Mais en fait, ce n'est pas l'essentiel, parce que ce qui est important, c'est la Russie de demain. M. Poutine nous projette jusqu'en 2036. Il aurait, à ce schéma-là, 84 ans. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que sera la Russie en 2036, avec ou sans Poutine. Et sur les fondamentaux de la puissance, qui sont le vrai sujet concernant la Russie, à la fois, on peut considérer que la Russie aura toujours un désir de puissance, très probablement encore un désir de puissance en 2036, parce que c'est dans son ADN. Et quand on est français, on peut bien le comprendre, parce qu'on partage cette obsession de la puissance, dans une certaine mesure. Ah oui ? Oui, pas la même, mais c'est une vraie préoccupation pour nous comme pour eux. Donc on peut comprendre que ce soit une préoccupation pour eux. Mais les fondamentaux de la puissance, c'est pas seulement le désir, c'est aussi la démographie, la population, l'économie. Oui, justement, l'opinion, on vient de le voir, semble très partagée sur cette éventualité de maintien au pouvoir. Sentiment de ras-le-bol, il existe vraiment, il est grandissant ? L'opinion publique, d'abord, est diverse, comme dans tous les pays du monde. Elle a été reconnaissante à M. Poutine des années 2003-2008, qui, grâce à une augmentation des prix des hydrocarbures, a permis à la société de consommation de rentrer dans les supermarchés russes. Et quand on connaît la pénurie que les soviétiques, j'utilise volontairement le mot soviétique, ont connue dans les années 80, c'est un soulagement pour eux. Mais c'est une image qui est rattachée à M. Poutine, c'est l'entrée dans la société de consommation. Maintenant, 2008, c'est loin. Il y a eu la crise venue des États-Unis, 2009, 10, 11, 12. Il y a eu des difficultés ensuite. En ce moment même, le prix du pétrole s'écroule pour cause de coronavirus. Donc il y a un épuisement de ce modèle-là. Alors bien sûr, pour se relancer, M. Poutine a eu l'intelligence, entre guillemets, ou le cynisme, ou la capacité de s'essuyer les pieds sur plus petit que lui avec l'opération en Crimée, deuxième scénario de la Tchétchénie dans les années 90, on s'essuie les pieds sur plus faible que soi pour se redonner l'impression de la puissance, et ça a marché. Ça a redonné en 2014, 2015, 2016 de la popularité à M. Poutine. Celle-ci s'épuise à nouveau, notamment pour ce qui est des catégories sociales moyennes qui tirent moins les bénéfices que par le passé d'une économie pétrolière qui, en fait, est en difficulté. Vous parlez d'économie. Quels sont les grands défis qui attendent Vladimir Poutine aujourd'hui ? M. Poutine, au début des années 2000, a posé un diagnostic juste qui était que la Russie dépendait trop des hydrocarbures, notamment du pétrole. Mais il n'a pas réussi à changer cela. La Russie était, reste et peut-être restera une économie entière. Donc le défi de 2036, c'est faire des ressources en matière première et en hydrocarbures de la Russie, enfin un moyen pour construire une économie plus diversifiée, plus modernisée. Et la grande question, avec ou sans Poutine, c'est est-ce qu'on sera capable de diversifier, moderniser l'économie russe ? Mais est-ce que dans tout ça, il y a un semblant de naissance d'une opposition apte à inquiéter Poutine ? Apparemment pas. Qu'il y ait des individus, des regroupements qui se réinventent et qui tentent de développer une culture démocratique, certainement. Est-ce que ceux-ci ont une assise suffisante pour prendre à contre-pied des gens qui sont capables d'inventer des scénarios aussi créatifs que celui de 2008 ou celui de 2020 ? C'est pas certain. Il y a une affaire de culture politique. Comme tout pays du monde, la Russie est capable de changer, de se réinventer, bien sûr, mais le défi vers la démocratie est long et difficile. J'ajoute
que l'idée démocratique qui, au sortir de l'ouverture du rideau de fer et de l'implosion de l'URSS en 91, semblait victorieuse, cette idée démocratique, dans bien des pays du monde, semble de moins en moins attractive, y compris en Europe, en Hongrie, en Pologne, pour ne pas les nommer, ou bien aux États-Unis, avec M. Trump. On a ce qu'on appelle des autoritaires au pouvoir, et d'une part de la population, une certaine fascination pour ces hommes autoritaires. Donc l'idée démocratique n'est pas aujourd'hui en aussi bonne santé qu'elle l'était en 1990, 91, 92. Pierre Verluise, merci. Je rappelle aussi que vous êtes directeur du livre Histoire, géographie et géopolitique de la Russie et de ses frontières aux éditions Diploweb.